Bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Quasiment dernier talk de la journée, il en reste un après, mais je pense que vous devez commencer à avoir la tête un peu farcie. Et là, les headers HTTP et la sécu, bim. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vais essayer de démystifier un peu tout ça, puis de rendre ça dynamique avec des démos. Alors moi, je m'appelle Mathieu Imbert, je suis tech lead chez Accenture depuis plus de 15 ans, et je suis amené à faire pas mal d'archi et de la sécu. C'est pour ça que je vous parle de ces sujets-là aujourd'hui. Alors, je viens de me spoiler. Pourquoi est-ce que je vous parle des headers HTTP aujourd'hui alors que c'est un sujet relativement simple quand même, facile à mettre en place. On les connaît. Enfin, on en connaît surtout un header HTTP par rapport à la sécurité. Et du coup, celui-là que je voulais vous montrer, on ne va pas se mentir, c'est quand même la dernière roue du carrosse. C'est quand même les choses qu'on commence à mettre en place quand on entend parler d'audit de sécurité ou quand on se pose la question après avoir mis en prod. Alors, il y a cette petite variante aussi qu'on entend beaucoup. Mais alors, tout ça pour vous dire que les failles XSS et CSRF aujourd'hui vivent leur meilleure vie. Là où ces chiffres datent de 2021, 2700 failles CVE trouvées et publiées publiquement, c'est énorme, un record, et 505 pour les CSRF. Alors l'année 2022 compte pas parce qu'elle n'est pas terminée, hein, c'est pas une baisse, clairement il y a de fortes chances pour que ce soit encore une hausse. Et alors là je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce que sont ces failles, vous les démontrer et voir comment avec les headers HTTP on peut essayer de les parer. Mais donc, généralement, sur ce genre de format, il y a de la démo, et il va y avoir une démo. Et pour ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Alors, on va s'imaginer qu'il existe une YOLOConf. Alors, je fais la promo de ma fausse conf, YOLOConf, et donc, comme toutes les confs tech, il y a un outil de CFP. Le Call for Presenters ou Papers, qui permet de poster des talks proposés et de les revoir, de les accepter pour les organisateurs. Et donc moi, dans cette histoire, on dirait que je suis un speaker un peu à la ramasse, qui se fait jeter à chaque fois et qui commence à en avoir marre. Et qui se dit, cette fois-ci pour la YOLOConf, j'en ai ras-le-bol, je vais hacker le CFP. Bon, alors là, c'est le moment où vous faites bouh, c'est quand même une idée. Ah, c'est un petit bout quand même, hein, l'idée vous dérange pas. Allez, on voit les organisateurs. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est parti. Je vais vous montrer ce petit CFP. Alors, je vais me désauthentifier. Donc on a cette petite application Spring Boot avec Spring Security quand même. J'essaye de jouer le jeu. Avec cette mire de login et des credentials que vous ne pourrez jamais deviner en béton armé. C'est pas le but, c'est pas le sujet du talk. On va pas parler de mot de passe. Donc là, je suis authentifié sur ce formidable outil qui me permet de voir les talks qui ont été proposés. Et du coup d'aller dans le détail, voir la description et de me dire ah ouais carrément ou alors non, ou ne pas se proposer. Alors je vais le faire quand même parce que l'élément là accepted vous allez le voir, même pas en rêve, où je reviens à mon état initial. Ok, donc l'outil s'arrête un peu là pour la démo. Et donc moi ce que je veux forcément c'est que cette conf, la bonne pratique au 2 ou à IDC soit validée. Okay. Et comment est-ce que je peux faire? Parce que mon username mot de passe, je ne l'ai pas. Alors, je vais commencer par un peu de social engineering. Ça commence souvent par là. Et je vais étudier un peu ma victime, mon organisateur, qui est fan de voyage et fan de photos de voyage. Et du coup, forcément, mon idée, ça va être de l'emmener vers un site malveillant que j'ai créé. Mais pour ça, il va falloir que je sois un peu patient. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre que sur Twitter, il poste des photos de voyage. Et du coup, je vais mettre un petit commentaire en disant bah, « Écoute, c'est marrant parce que j'étais au même endroit il y a 2 semaines et moi aussi, j'ai fait des photos. Et du coup, bon, bien sûr, elles sont moins bien que les tiennes, mais si tu pouvais aller voir, me donner ton avis, ça me ferait plaisir. » Donc, le gentil organisateur va sur le blog. Et donc, il s'avère que cette page, ce blog, commence par juste un descriptif du voyage et tout ça, mais pour aller plus loin, pour aller voir les photos, il faut cliquer ici.
Donc je vais juste recharger ma page pour voir que ça fonctionne. Et donc j'ai mon cliquet ici. Donc forcément j'ai envie de voir les photos quand même. La première a l'air sympa. Je clique. Je reclique. Ça ne fonctionne pas. J'essaye encore. Bah, c'est nul en fait. Ça ne fonctionne pas. Bon, alors je suis organisateur, j'ai quand même autre chose à faire que ça, hein. J'ai plein de talks à review, donc je vais revenir sur mon outil. J'en étais où? Bah 2 talks, ça n'avait pas grand monde hein, pour le moment. Mais bon, je vais refresh la page parce que j'ai envie de voir s'il y a des nouvelles personnes qui ont posté des talks. Et tac, je vais y arriver. Accepted. Bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je suis le seul sur le CFP. Ok, donc regardons un peu ce qui s'est passé. Mon joli blog, là, si j'ouvre la Developer Console et que je regarde un peu le code, je vois le code de ma page et puis je vois une iframe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, en bas, là. Petite iframe. Cette iframe, c'est bizarre, elle a une opacité de 0,1%. C'est quoi ça? Oh, l'escroquerie. La page de détail, hein, là où j'ai accepté mon talk, c'est ça que j'ai cliqué. C'est pas le cliquer ici. Et donc ça s'appelle du click jacking. Avec la petite photo, avec la petite image de clown, parce que c'est quand même l'attaque la plus ridicule qu'on connaisse. Hein. Mais ça fonctionne, vous le voyez, enfin je veux dire, c'est une démo. Et ça, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Un, parce que du coup, on n'a rien prévu pour empêcher d'être injecté, notre site injecté dans une iframe. Et 2, parce que les cookies sont envoyés. Alors on va déjà commencer par parler de l'iframe. Pour prévenir de ça, il y a un header qui est très simple qui s'appelle xFrameOptions. xFrameOptions, vous lui dites soit deny, je ne veux même pas entendre parler d'iframe, jamais mon site sera injecté dans une iframe, ou vous pouvez dire sameOrigin, qui dit, bah, en gros, je veux bien, mais il faut que l'iframe elle soit présente, elle soit issue de mon site, de la même origine, donc même nom de domaine, sous-domaine, schema et tout ça. Donc il y a ça, et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à mettre en place, peu coûteux, au point que des Spring Security vont le mettre par défaut. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais c'est à savoir. Et puis il y a la même chose qu'on peut faire avec un autre header qui s'appelle Content Security Policy, dont je vais discuter pas mal plus tard, qui est un peu le couteau suisse qui fait le café, et dont une des options s'appelle Frame Ancestors, qui fait à peu de choses près la même chose, si ce n'est que ça va plus loin. Et je peux dire non seulement same origin, mais je peux dire les origins auxquelles j'ai confiance. Donc des choses différentes de mon site internet, mais que j'ai définies quand même au préalable. Donc ça, c'est pour les iframes. OK. Disons que j'ai mon xFrameOptions de mise en place et que cette attaque, je ne peux pas la faire. Donc j'y retourne et on va dire que par un biais X ou Y, j'arrive à remotiver mon orga à aller une deuxième fois sur mon blog en disant « Ah, j'ai corrigé le bug, c'est bon, ça fonctionne ». Et du coup, je l'emmène sur ma deuxième version du blog. Alors avant de faire ça, il faut bien que je revienne à un état non accepté, sinon vous n'allez pas voir la différence. Et donc, je vais sur ma deuxième version du blog qui n'a plus de bug. OK? Là, l'orga, il voit ça, il dit non, mais c'est le même, c'est blindé de fautes, le design est pourrave, c'est bon, j'ai autre chose à faire, je ne fais rien, je clique sur rien, je m'en vais. Plus jamais je vais entendre parler de ce type. J'ai rien fait, je reviens juste sur le CFP, je refresh, accepted. Rebelote. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y retourne, donc là c'est ma deuxième version du blog, je n'ai plus d'iframe, donc là je ne vais même pas regarder le code, je vais juste aller regarder le réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est une simple requête Ajax. Parce que c'est le même délire. Là on n'est plus dans une iframe, on fait le truc en direct en Ajax, mais c'est le même problème avec les cookies. Okay. Donc là, on va commencer à parler des cookies et comment les sécuriser. Cette attaque, ça s'appelle du CSRF, Cross-Site Request Forgery. C'est l'idée de dire, je crée depuis mon site une requête qui va sur un autre site en espérant que la personne soit déjà authentifiée et que les cookies partent parce que la personne va sur ce site malveillant dans la même session de navigateur. Okay. Donc, ma requête Ajax fonctionne parce que... Tac.
CSRF, donc. Les cookies, on les set avec des headers. Clé, valeur, très simple. Mais il y a d'autres options, des options à connaître. Celle-là est la première intéressante, qui s'appelle SameSite. Facile à comprendre, on dit, écoute, les cookies, je veux bien que tu les envoies parce que c'est les miens, par contre, tu les envoies que quand la requête vient de mon site, nulle part ailleurs. Okay, et quand je dis site, en fait, il y a une petite nuance jusqu'ici. Tout à l'heure, je parlais d'origine. Il y avait la notion d'origine. Là, maintenant, il y a la notion de site. Il y a une petite subtilité. Quand on parle de site, c'est le domaine principal. Ça veut dire que deux sous-domaines différents de votre site internet seraient le même site. Okay, mais c'est déjà une sécurité assez intéressante. Donc là, on est sur du SameSite. Il y a deux valeurs, lax, strict. Alors, il y en a une troisième que moi, forcément, j'utilise et qui est celle par défaut de Spring Security qui est none. Donc voilà, pas de sécurité du tout. Et sinon, ce qu'il faudrait appliquer, ce serait lax ou strict. Dans les deux cas, ce qu'il dit, c'est juste arrête d'envoyer les cookies si c'est le same site. La différence entre lax et strict, c'est que strict va aller faire la même chose, mais carrément sur les liens hypertextes. Si, par un biais ou un autre, j'arrive à avoir mon orga qui clique sur un lien et qui va sur YOLO CFP, le cookie ne sera pas envoyé. Si vous avez besoin d'avoir ça en place, le strict, c'est qu'il y a aussi d'autres problèmes. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est changer un état. Si vous avez un état qui change en base juste en cliquant sur un lien, donc du coup sur une URL en get, il y a un autre problème. Okay, donc ça me permet de vous dire aussi, tout changement d'état, n'utilisez pas get, utilisez plutôt des posts. Okay, et donc on a SameSite, lax ou strict. Et puis je vous parle de CSRF, mais là il faut que je m'éloigne un peu des headers parce que la sécurité principale dont on parle le plus sur les CSRF, c'est ce qu'on appelle les CSRF tokens. Et l'idée c'est quoi? C'est d'authentifier tous les formulaires qu'on peut avoir sur un site internet. On l'authentifie avec quoi? Avec ce token qui est généré quand on génère la page. Okay, c'est le serveur qui va générer ça et l'injecter dans le HTML. Et quand on poste le formulaire, le serveur va s'attendre à avoir le même token. Ça, c'est intéressant parce que si on est de l'extérieur, on n'a pas moyen de le voir, ce token CSRF. Okay, et donc là, forcément, pour que mon truc fonctionne, j'ai dû désactiver ça. Ça, c'est aussi une des options de... Spring Security. Donc là, c'est le moment un peu risqué de la démo. Je réactive ça. Et donc là, si je réessaye, je vais revenir à un état submitted. Forcément. Tada! Ça, en fait, je pense que la raison, c'est simplement parce que, oui, je sais, en fait, j'ai activé le CSRF et j'ai voulu faire une action d'une page qui n'avait pas encore le token CSRF. Je ne l'avais pas rafraîchi, j'ai redémarré mon serveur et je n'ai pas rafraîchi la page avant et j'ai appliqué le formulaire tout de suite. Donc là, si je reviens, j'ai mon truc qui fonctionne et surtout, ça me permet de vous montrer un peu ce token CSRF parce qu'on ne l'avait pas avant. En fait, les boutons là, que j'utilise depuis tout à l'heure, ce sont des formulaires. On a ici le formulaire avec un input. Ce que vous n'aviez pas tout à l'heure, c'est ce champ caché CSRF avec la valeur dedans. Ça, c'est ce que fait Spring Security. Okay, mais donc maintenant que j'ai ça, en fait, là où ça fonctionnait avant, je vais recharger mon bloc 2 qui fait cette requête Ajax. Et bien maintenant, ma requête Ajax, elle se prend une 403. J'espère que c'est visible. Ouais. Pas forcément évident. Une 403, pourquoi? Forbidden, parce que je n'ai pas le token CSRF, je ne l'ai pas fourni. Et donc là, si je reviens sur ma conf, ça n'a pas changé l'état. Donc le token CSRF protège de ça. Par contre, pour revenir un peu sur le sujet des headers, je peux parler des headers qui aident, je peux aussi parler des headers qui n'aident pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste avant, là c'est pas le cas pour la... Si, c'est même le cas pour la 403. J'ai... 1, 2, 1, 2, ok. J'ai cores missing. Je l'avais aussi tout à l'heure. Et pour autant, ça a fonctionné. En fait, il y a très souvent une incompréhension des cores. Je veux bien que tu t'en ailles, toi. Il y a très souvent une incompréhension des cores. Parce qu'en fait, quand on parle de cores, quand on parle de la sécurité, en fait, on parle de la Same Origin Policy, la SOP. La Same Origin Policy, c'est celle qui va empêcher
des requêtes Ajax d'être fait d'un domaine à un autre, d'une origine à une autre. Mais en fait, comment est-ce que ça fonctionne si on y regarde de plus près? C'est une sécurité qui est côté navigateur. Donc ça veut dire que quand je fais une requête, la requête, elle part au serveur. Le serveur va faire l'action qu'il a à faire. Soit c'est du get, soit c'est du post ou autre. Et il va revenir. Il va revenir avec ou pas les headers de cores qui sont censés ouvrir un peu cette same origin policy. Okay, ces cores qui vont dire OK pour ce domaine ou pas OK pour ce domaine. Okay, si les headers de cores ne sont pas là, le navigateur n'est pas content. Mais tout ce qu'il peut faire à ce moment-là, c'est juste bloquer le contenu. C'est-à-dire qu'il ne va pas afficher le contenu à l'utilisateur ou au JavaScript. Mais moi, en tant qu'attaquant, je m'en fiche. Tout ce que je voulais, c'est que ma requête, elle parte, que le serveur soit content et qu'il fasse le changement d'état. Et c'est pour ça que ça n'a pas aidé les cores tout à l'heure, parce que j'étais dans un cas où le post part direct. Alors vous allez me dire, hein, souvent avec les cores, on parle de preflight. Les preflights, vous les voyez systématiquement quand vous avez des single page apps. Le problème des preflights, c'est qu'ils s'appliquent que dans des cas particuliers. Les preflights, ils s'appliquent pour des méthodes HTTP bien précises, les put, les delete ou autres, mais pas le get ou le post. La raison pour laquelle vous avez des preflights dans les get ou les posts quand vous avez des single page apps, c'est parce que vous avez des headers spécifiques, soit des custom headers, soit des headers qui sont considérés comme nécessitant les cores. Typiquement, authorization, quand vous avez un bearer token, typiquement dans une single page app. C'est la raison pour laquelle vous avez des preflights. Le preflight, c'est cette idée de, pour ceux qui n'ont pas le truc, c'est cette idée de faire une requête en amont au serveur qui ne fait pas d'action, juste avec la méthode option, pour aller récupérer ces headers de cores, avant même de faire quoi que ce soit. Et du coup, s'il n'y a pas les headers de cores, l'action n'est pas envoyée au serveur. Mais ces preflights-là, donc dans mon cas, ne s'appliquent pas, parce que je suis en poste, parce que je n'ai pas de header spécifique, je suis dans un cas ultra basique, ça passe. Les cores n'ont pas aidé. Okay. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Les cores sont bien trop négligés systématiquement avec des étoiles, simplement parce qu'on est bloqué au début du build où on a des actions à faire, faut aller vite au début, on va mettre des étoiles et puis on oublie et puis ça part en prod. Les cores, ça peut vous protéger pour un paquet de choses. Ne mettez pas étoiles, s'il vous plaît. C'est d'autant plus risqué que certains frameworks web vont aller au-delà du Hello Origin étoile. Ils vont pas renvoyer étoile au navigateur, ils vont renvoyer l'origine qui leur a été transmise dans la requête, ce qui bypass encore d'autres sécurités qui sont intéressantes au niveau navigateur. Donc vraiment les étoiles, s'il vous plaît, évitez. Et donc là, j'étais parti pour refaire une autre démo, vous parler du XSS. Je ne vais pas avoir le temps, donc je vais vous parler du XSS comme ça. Une autre faille de sécurité dont on entend beaucoup parler, c'est donc le cross-site scripting, qui est cette idée d'injecter du code JavaScript par différents moyens, soit par un formulaire, et du coup que ça se retrouve stocké et du coup réaffiché plus tard, ou par des URL. Mais l'idée, c'est que votre code JavaScript injecté va s'afficher sur la page du site vue par la victime. Et du coup, une fois que vous avez ça, c'est jackpot, parce que votre JavaScript s'exécute au sein du domaine. Donc, il a accès à peu près tout, quoi. Et donc les XSS, on peut essayer de les protéger. Il y a encore, les XSS, c'est vieux comme le monde. Et pour autant, on en voit régulièrement des CVE. Regardez les CVE XSS aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, on en avait sur WordPress. Il y en a assez souvent, et ça se joue sur des petites subtilités. Et donc le XSS, comment est-ce qu'on le protège? Et ça, c'est l'un des trucs que j'aimerais que vous reteniez. Le Content Security Policy, ça peut vraiment vous sauver la vie. C'est-à-dire que les XSS, on fait de notre mieux, on clean les inputs et les outputs, mais ça arrive toujours. Le CSP, c'est un header qui vous permet de définir en amont quelle est l'origine des ressources que vous avez dans votre page. Ça veut dire que quand vous dites au niveau de la CSP, typiquement self, on commence par du default source self, ça veut dire qu'il n'y aura pas de JavaScript inline, il n'y aura pas de JavaScript dans votre page. Donc il y a beaucoup de failles XSS qui sont réglées comme ça. Mais du coup, on a toujours des imports à droite, à gauche, que ce soit pour de l'analytics ou pour autre chose. Vous pouvez définir les domaines qui vous intéressent. Et ce, pour du JavaScript, pour des images, pour tout un tas de trucs.
Et ça, c'est super intéressant à mettre en place. Ça peut être compliqué parce que du coup, si vous avez déjà une application et un site internet assez massif, je prends l'exemple de Twitter qui est un peu massif, mais le CSP peut être énorme. Il faut savoir que le CSP, vous pouvez le mettre en mode non bloquant, un peu dry run, pour commencer. C'est-à-dire que vous allez configurer un CSP, il va y avoir des violations, des choses qui ne collent pas avec le CSP. Ça ne sera pas bloquant, il va juste envoyer un rapport auprès d'un endpoint que vous avez décrit avant. Et ça peut être intéressant à mettre en place pour y aller progressivement. Il y a d'autres options en cookies, HTTP only et secure. Donc globalement, regardez Harden Cookies. Il y a ces trois options, HTTP only, same site et secure. C'est systématique sur tous les cookies, c'est super important. Et dernière chose qui est importante aussi, HSTS, très facile à mettre en place ce header-là. Il impose juste que votre site soit navigué en HTTPS. Et du coup, bascule systématiquement de HTTP à HTTPS. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Parce que je pense que je suis déjà overtime. Merci beaucoup.